something curious about this broadcast. Audition libre. Audition libre. Audition libre, l'émission des arts de la scène avec le magazine Le Brigadier. Bénédicte Soula. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro consacré au spectacle vivant. Alors vous le savez, cette semaine est un peu particulière pour notre radio. C'est la semaine du Radiodon. Voilà, donc chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez envie de continuer à causer avec nous d'art de la scène, si vous avez envie d'entendre la douce voix d'Anna à la fin, avec son agenda, si vous avez envie de découvrir les coups de cœur de Pierre et surtout son humour impayable, alors si vous avez envie surtout d'entendre des imitations de Mathieu Arnal. Ah bah dites donc, forcément. Eh bien voilà, il y a un numéro de téléphone à composer et puis peut-être un petit don à faire pour que cette émission continue. Et puis quand je dis cette émission, c'est évidemment toute la station, la radio qui vous en remerciera. Alors le numéro de téléphone, je vous le donne, c'est le 05 62 48 63 00. Allez, un dernier appel au don, peut-être Mathieu avec la voix de qui vous voulez. Ah bah dites donc, là je reste sur Bourville. Alors... sans don, il n'y a pas de radio. Alors 05 62 48 63 00. Quelle grande vadrouille vous nous faites, Mathieu. Voilà. Bon, excusez-nous. J'ai plus l'air d'un corneau qu'autre chose. J'osais pas le dire. Eh bien voilà, il vient de parler le corneau, vous avez reconnu Mathieu Arnal. Bonjour à tous, à toutes. Bon pied, bon oeil, chaque semaine, je vous le dis, nous dénichons coup de cœur. Il s'agit évidemment de Pierre Estournel. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Alors elle, malgré toutes ses occupations d'étudiante encore, elle trouve le temps de nous préparer un agenda des sorties hebdomadaires. Vous avez reconnu Anna Van Ryn. Toujours là, bonjour à tous. Vous n'avez pas une petite imitation à nous faire, ou Anna? Ah, je suis non, pas sûre. C'est pas votre talent? C'est pas mon fort. Bon. Allez, enfin, toutes les semaines, si ce n'est lui, c'est donc quelqu'un des siens. Il nous enregistre, il nous en YouTube. Merci d'applaudir Rémi Souloumiac. Notre invité maintenant, il a remporté le festival du coup de chapeau qui récompense le meilleur solo théâtral de l'année. Son spectacle, dont il est l'auteur et l'interprète, est absolument bouleversant. Je l'ai vu, je peux vous le dire. Il est donné en ce moment au théâtre du Fil à Plomb. Il va nous en parler plus longuement avec Mathieu Bourville. Bonjour Aurélien Zoli. Bonjour. Aurélien, alors ne prenez pas peur, ayez confiance, mais je vous l'annonce, vous comparaissez en audition libre. Audition libre, interview. Mathieu Arnal. Ah oui. On va faire toute l'interview comme ça. Avec votre seul en scène vivant, Aurélien Zoli, vous nous invitez à un voyage en résilience. Et quel voyage, puisqu'on chemine avec vous sur ce qui vous a conduit de la sidération, à savoir le suicide de votre sœur en 2003, à l'acceptation. Donc à travers votre histoire personnelle, vous cherchez à apprivoiser le deuil, à lui redonner une place, sans tomber dans le pathos. Oui, bah c'est très bien dit, effectivement. Merci. Je pense qu'il y a un malentendu avec le deuil dans notre société. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu dans mon parcours. J'avais pas vraiment le droit d'être heureux quand j'avais envie de l'être. J'avais pas vraiment les rituels parce que on est sur Radio Présence. En plus, on peut en plus en parler. Les rituels ont un peu disparu de notre société. Les rituels consistent à porter un chrysanthème fabriqué en Chine qui fait pas trop mauvais le jour de la Toussaint. C'est un peu léger, quoi, oui, pour donner de la place à ces morts. On nous demande en même temps d'être discret avec notre malheur. Enfin, on sait plus quoi faire de ces morts et de sa tristesse et de ses émotions en général. Et j'ai senti que l'époque appelait à questionner cette thématique. Pour moi, en tout cas, c'était criant. Et ce projet que j'avais depuis longtemps, moi, je l'ai concrétisé. Et donc, le spectacle est sorti l'année dernière. Vous aviez quel âge quand le drame est arrivé? Moi, j'avais 21 ans. C'est donc à 21 ans que vous avez fait l'expérience du deuil et oui, de tout ce que vous nous racontez. D'accord. Oui. Et à un âge où finalement on a la vie devant soi, et ça a été un de mes atouts, c'est-à-dire que j'ai immédiatement pris la décision de vivre
d'où le titre du spectacle qui vient conclure peut-être cet épisode vivant. C'est ce qui est plus facile, j'en doute pas pour moi à ce moment-là, que pour par exemple mes parents qui eux ont perdu leur fille de 17 ans quoi. Et eux prendre la décision de vivre, c'est pas facile du tout. Et pour autant, en tant qu'artiste, moi j'ai eu à cœur de m'adresser à toutes les personnes qui se retrouvent dans une situation de traumatique quoi, une situation de deuil. Il faut savoir que le deuil, c'est pas uniquement perdre quelqu'un, ça peut être plein de choses. Ça peut être un emploi, ça peut être une maladie, ça peut être même un déménagement. Il n'y a pas de hiérarchie de la souffrance. Et ça, c'est important. Moi, je pars de mon histoire parce que je voulais que la démarche soit complètement authentique. Et en même temps, je l'ai accompagnée de recherches, de documentation. Justement, on va y revenir. Ouais. Puisque c'est votre histoire, vous vous adressez évidemment au public à la première personne. On rappelle, on dit plutôt, puisqu'on ne l'a pas évoqué, vous jouez au Théâtre du Fil-à-Plomb à 21h jusqu'à ce samedi soir. Vous vous adressez donc, je disais, évidemment au public à la première personne, mais pour écrire au plus juste sur un sujet aussi sensible que celui-ci, vous vous êtes donc plongé dans l'importante littérature scientifique consacrée à la place de la mort à travers les âges et les cultures, et vous avez créé toute une galerie de personnages confrontés à cette matière. Donc, in fine, c'est une manière aussi de surprendre, de faire réagir, d'accompagner les spectateurs vers leurs émotions et de refléter en miroir votre propre récit. Oui, complètement. Je voulais pas rentrer dans un style de théâtre particulier non plus. Je voulais vraiment pouvoir m'adresser au public le plus large possible, au public de théâtre et au public complètement néophyte, aux gens qui ne vont pas voir des spectacles. Je pensais que ce spectacle allait intéresser, en tout cas, c'est mon intention, tout le monde en fait, quoi, de l'adolescent à la personne âgée, de la bourgeoisie culturelle aux gens isolés dans les campagnes, là où j'habite et là où je vois que le deuil peut encore avoir un impact encore plus dur. Enfin, l'isolement, il n'a pas lieu que dans les campagnes, mais enfin aux gens isolés en général. Et donc j'ai varié les styles. Effectivement, je passe d'une écriture très contemporaine à des choses qui sont de l'ordre du bouffonnesque, du théâtre d'objets. On va y revenir également sur ça. Un petit mot quand même sur cette galerie de personnages. Donc, il y a vous, mais il y a également, je crois, votre grand-mère italienne. Oui, c'est aussi l'occasion de glisser des hommages. Bien sûr. Il y a la grand-mère italienne, il y a Maquet, c'est ça. T'es crois pas en Dieu, c'est ça? Qui me reproche de pas croire en Dieu, pas dans la pièce, ça c'était dans la vie, mais dans la pièce elle m'incite à manger parce que c'est aussi un des réflexes qu'on a. Faut manger maintenant. Alors quand on est une grand-mère italienne, c'est ce qu'on dit, mais c'est quasiment ce qu'on dit tout le temps quand on a quelqu'un, on sait pas comment l'aider, on lui fait à manger. On s'est retrouvé avec des frigos qui débordent et on n'avait pas faim, mais bon, il fallait bien manger quand même. Donc ça fait partie des aspects concrets que j'aborde parce qu'à travers ces aspects concrets, on va toucher à qu'est-ce qu'on fait. Voilà, je disais, ça peut s'adresser à toutes les personnes qui vivent un deuil, mais ce spectacle s'adresse aussi à toutes les personnes qui accompagnent des gens endeuillés et qui savent pas quoi faire de ça. En fait, en expliquant mon parcours, en le décortiquant de manière théâtrale, j'espère ouvrir les yeux aux gens pour dire tiens, peut-être qu'à cet endroit-là, je peux m'y mettre et moi, je peux aider la personne si elle le souhaite en faisant ci, en faisant ça, quoi. Oui, il faut bien le dire que c'est du théâtre, parce que quand on parle de solo, souvent on imagine le stand-up avec un type sur scène et puis là ça joue, il y a des personnages, il y a une mise en scène, il y a de la scéno, voilà, c'est juste. Oui, c'est ni stand-up ni conférence gesticulée quoi. C'est du théâtre réellement. Parfait, justement. Abordons maintenant la mise en scène. Voilà. Signé Eric. Témoin pour les transitions. Signé Eric Valentine, votre vieux compagnon de route que vous connaissez depuis les bancs de l'École internationale de théâtre. La sorte des Bruxelles. Et cette manière d'enchaîner des phases très réalistes avec des moments quasi burlesques, des scènes introspectives et d'autres épousant une distance très, très contemporaine. Donc un mot sur cette mise en scène et sur cet accompagnement et ce travail avec Eric Valentine. Donc. J'avais besoin à la fois de travailler avec quelqu'un en qui j'avais confiance et aussi quelqu'un qui ne faisait pas partie de mon quotidien, qui n'était pas lui touché, impacté par cette histoire. J'avais vraiment besoin d'un regard extérieur juste. Il se trouve qu'Eric est architecte en plus, donc il est vraiment dans la forme, dans le calcul, là où moi je suis. Comme Nicolas Dandine qui était architecte, comme soi l'architecture mène au théâtre. Absolument. On peut, de bail collectif. Je ne sais pas si on est architecte raté quand on devient artiste ou artiste raté quand on devient architecte. C'est vous qui le dites. Ou qu'on réussit tout dans ces cas-là. J'opterais pour la dernière solution. Oui, voilà, on va pas se faire d'ennemis. Non, il n'y a rien à gagner. Mais en tout cas, il avait cet œil très visuel qui était important pour moi. Et
on s'est bien complété. Alors c'est lui qui fait la mise en scène et c'était un échange permanent. Bien sûr. C'était moi qui avais le final cut, quoi, on pourrait dire, parce que c'est vraiment mon histoire et c'est mon spectacle. J'ai vraiment, c'est un bébé que j'ai eu avec ce spectacle. Hein. C'est pour moi, il y a eu une grande gestation. Combien de temps la gestation? Enfin, j'imagine c'est sur différentes périodes. Enfin, alors, pour tout vous dire, je pense que j'ai pris la décision d'écrire ce spectacle dans les heures qui ont suivi le décès de ma sœur. Et j'ai attendu d'avoir moi-même senti que ma thérapie a été suffisamment avancée, que j'étais pas, ma motivation pour faire ce spectacle n'était pas de me soigner, mais de partager pour aider les gens et puis pour donner du sens, quoi, à ce moment-là. Et du coup, j'ai mis 15 ans avant de commencer le spectacle, et le spectacle, j'ai mis 2 ans à le faire, quoi. Voilà. Donc ça, enfin non, j'ai mis 13 ans et 2 ans, donc 15 ans après Voilà, 2 ans d'écriture, voilà, et de création. Comédien à 21 ans? Alors, non, mais c'est ce jour-là aussi que j'ai pris la décision que je le ferais. Je faisais des études de Sciences Po, j'avais le rêve d'être comédien en même temps. Sciences Po Toulouse, hein, oui, oui, soyons modestes. Soyons chauvins. Soyons chauvins, absolument. Ouais, c'est une formidable institution. Et j'avais le rappel du sérieux, quoi. On a toujours un peu. Et puis là, j'ai dit non, en fait, je vais vivre ma vie vraiment. Voilà. Je vais pas passer à côté, en fait. Je vais faire ce dont je rêve. Voilà. Vous avez eu l'idée justement avec ce brave Eric, ce brave architecte, de boîtes vides qui viennent comme ça occuper la scène. Donc grâce à elle, le théâtre se nourrit évidemment de l'influence de la marionnette. C'est bien parce qu'en plus on va parler de Marionettissimo, je crois. Tu sais bien fait cette émission. Hein. Du théâtre d'objets, du cirque. Donc elles sont tour à tour des marches un peu de votre parcours. Elles servent de décor, de personnages anonymes, de proches, d'interlocuteurs bavards ou muets, voire des supports abstraits. Et vous ne faites pas les choses à moitié, Aurélien, puisque vous êtes attaché, alors ça je ne savais pas que ça existait, les services d'un conseiller en manipulation d'objets, un certain Mathieu Siegfried, oui, qui fait partie du Blic Théâtre et avant ça du Boustrophédon, donc un marionnettiste réputé sur la scène toulousaine, et quelqu'un de sensible, quelqu'un qui en plus travaille à la création d'une démarche sur la même thématique en marionnette, et quelqu'un qui ne parle pas sur scène, en fait. Et moi, je suis dans le mot. C'est ma passion, c'est d'écrire, c'est de parler. Et je voulais absolument avoir ce regard un peu en contrepoint de qu'est-ce qu'on peut faire avec du silence sur cette thématique-là. Et c'est notamment pour une scène de manipulation des boîtes où je me retrouve seul à l'aéroport en transit, donc, puisque le décès est intervenu quand moi j'étais en Islande. Donc j'avais 3000 bornes à faire pour rentrer chez moi. Je me suis retrouvé tout seul toute la journée d'un aéroport, et j'ai voulu symboliser cette scène des gens autour de moi dont je perçois qu'ils sont dérangés par mon malheur. Et en fait, j'ai essayé de le faire avec des mots, et c'était trop plat, ça ne marchait pas. Avec du silence et des petites manipulations de caisse, il y a des émotions qui passent, qui ne passaient pas avec les mots. Et il m'a beaucoup aidé à ça. D'accord. Au niveau de la création sonore et la lumière, comment ça se matérialise justement? Avec des vrais artistes du domaine, pour la création sonore, c'est Ludovic Karazinski qui fait partie notamment du groupe Anachronique Electro Orchestra, avec lequel on travaille régulièrement au sein du collectif Culture en Mouvement auquel j'appartiens. Et beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Je lui ai parlé de mes influences. Il y a évidemment une place importante pour l'Islande dans ce spectacle. Donc lui, il s'est aussi inspiré de ce qui se fait là-bas. On sait que les Islandais sont vraiment à la pointe de la recherche, de l'avant-garde musicale. On est parti là-dedans aussi sur les sonorités naturelles de l'Islande. Il y a du volcan, il y a du vent, il y a de la tempête. Ça, c'est pour la musique. Et on ne parle pas de la mythologie. Et de la mythologie, on en parle dans le spectacle. Hein. Voilà, je vais pas raconter le spectacle. Il faut que les gens viennent le voir. Déshabiller la mariée. Oui, c'est ça. Je crois justement qu'il y a un 10 heures de loi islandais du Moyen-Âge. Exactement. Il y a parmi la galerie de vos personnages. Luxe du Mazur, comme vous alliez le dire, absolument. Oui, bien sûr. Oui. J'ai fait islandais en première langue, c'est connu. Oui, ce personnage qui est là et qui a pris la décision à un moment de convertir l'Islande au christianisme, et on va voir, j'expliquerai à quel point la manière dont la conversion a eu lieu a un impact sur le rapport qu'ont les Islandais aujourd'hui à leur mort. Et en écho, parce que l'idée c'était les lettres persanes un peu, en écho de voir comment ici le poids de l'Église n'a pas toujours aidé. Est-ce qu'on a le droit de dire ça sur Radio Présence? Je ne sais pas. De tout dire. Ah, formidable. Mais pensez à donner quand même au 05 62 48 63 00. Absolument. Quel talent. Oui. Donc c'est peut-être qu'aussi nous, notre rapport à la spiritualité, à la croyance, et l'Église dans son rapport au culte des morts a des évolutions à faire, quoi. Ouais. Parfait. En tout cas, moi, je viendrai vous voir ce soir à 21h au Théâtre du Fil à Plomb, et j'invite tous les auditrices et auditeurs et au-delà
de Radio Présence de venir également vous voir jusqu'à samedi. Donc au théâtre du Fil à Plomb. On rit beaucoup, hein. Je ne sais pas si Samedi- on l'a c'est samedi à dit, 21h, mais oui. voilà, dans les personnages, il y a aussi un avocat, une scène de... Il y a un psy aussi, je crois. Il y a un psy, Il y a- un Pierre Enfronier, un avocat, un procureur du sud-ouest un peu truculent. Le fameux copain islandais aussi Oui, est oui, voilà, oui, oui, incarné, oui. il me Il semble. y a- il y a- il y Donc a- faut savoir parler et islandais et occitan. C'est un C'est véritable ça. voyage au centre de la Terre façon Jules Verne. Ah oui, absolument. Au centre du cœur, au cœur Voilà. de la Terre. je Et façon dirais. Aurélien Ouais. Zoli. Et façon Aurélien Zoli. Oui. Voilà, donc on rappelle Aurélien que vous jouez vivant, on l'a dit, donc jusqu'à ce samedi 23 novembre à 21h au théâtre du Fil à Plomb. Merci infiniment Aurélien. Merci à vous. On poursuit l'émission avec la critique tout aussi vivante de Bénédicte. Audition libre. La critique, Bénédicte Soula. Oui, donc vous êtes allé voir Bénédicte Ay Carmel, c'est pas islandais, c'est espagnol, proposé dans le cycle consacré à la retirada, l'exil républicain espagnol pour les non-hispaniques au Théâtre du Pavé. Alors qu'avez-vous pensé de l'adaptation de cette pièce du dramaturge espagnol José Sanqui Sinisterra, honoré il y a peu du titre de docteur honoris causa de l'université Toulouse-Jaurès? Ah oui? Ah ouais, Oui. bien. Rien que ça. Ce que j'en ai pensé, bien écoutez, tout a commencé d'abord par une déception, faut le dire, hein, quand on a appris que Denis Ré, voilà, Ah, comédien que l'on aime toujours aller voir sur qu'on scène, salue, et qui qu'on est chez lui. salue, avait été victime d'un petit accident de la circulation, qu'il s'était fait une entorse sérieuse à la cheville, et donc il avait dû abandonner le rôle pour lequel il travaillait depuis des mois et des mois. Hein, vous qui savez ce que c'est Ah là là. Ouais. d'incarner, là aussi c'est un deuil, on peut le Ah, dire. tout à fait. Donc voilà, il a abandonné le rôle de Paolino face à Cécile Carl, donc celui de Carmela. Il a dû, au pied levé si j'ose dire, Oui. être remplacé, oui je sais, j'aurais pas dû la faire, pardon Denis, être remplacé par Olivier Janel qui est aussi le metteur en scène de la pièce. Alors bon, comme Olivier Janel est également dans la vie le conjoint de Cécile Carl, l'alchimie a vite opéré et très vite finalement on a fini par ne plus se demander comment Denis Ré aurait joué ceci ou aurait joué cela. Alors si je parle de l'alchimie et de conjoint, ce n'est pas pour rien, puisque Ay Carmela est avant tout une histoire d'amour, celle de deux comédiens ambulants pendant la guerre civile espagnole, nous sommes en 1938, qui se sont égarés hors des lignes républicaines et qui, capturés en zone nationaliste, eh bien, doivent jouer devant un parterre composé de franquistes, de fascistes et de nazis, mais aussi de brigadistes prisonniers qui seront fusillés le lendemain dès l'aube. Voilà, face à cette réalité politique, deux personnages, deux réactions. Paolino d'un côté, pragmatique, bien conscient que la réalité de la situation ne penche pas en leur faveur, eh bien, bon an mal an, obtempère. Tandis que la volcanique Carmela, le poing levé, les seins nus, telle une fémène aujourd'hui, préférera mourir, elle, pour la cause républicaine. Ah, les femmes. Et c'est ce qui se passe. Elle est fusillée. Alors, je ne spoile pas, comme dirait notre chère Anna, n'est-ce pas? Pour les plus anciens, je ne trahis rien, puisque... Divulgâche, je crois, Voilà. l'expression. Ouais. Ah bon, Ah on oui, dit oui, ça oui. Bon, alors donc, puisque le texte le dit assez vite, Carmela est morte, voilà. Elle est morte et pourtant, Cécile Carl est bien là, à l'incarner sur le plateau, et c'est là tout le sel de la pièce. Ce jeu sur les différentes temporalités narratives qui s'entremêlent, le temps du spectacle où elle était vivante, sensuelle, ibérique dans sa robe flamenca, plus charnelle que jamais, l'eau rouge aux lèvres, la jambe aussi bavarde que la bouche sous les jupons. C'est joli ça. Merci. Je retiens. Merci, magnifique cette comédienne, hein, vraiment, décidément. Et puis l'autre temporalité, le temps de la mort. Alors là, elle est moins espagnole, elle est dans un tailleur noir, sans fleurs dans les cheveux, plus évanescente aussi, mais toujours espiègle. Alors l'un dans l'autre, l'absente reste hyper présente, un peu comme dans votre spectacle, Aurélien, aux yeux du public comme aux yeux de Paolino. Le show théâtral peut continuer, les deux personnages s'engueulant, même post-mortem d'ailleurs, comme ils l'ont toujours fait dans la vie. Livrant ainsi, à mon sens, la plus belle image de ce qu'est la mémoire, c'est-à-dire le prolongement de la vie dans l'espace de la mort. Voilà, que cette mémoire soit intime d'ailleurs, ou qu'elle soit publique et politique, car évidemment, la petite histoire de ces saltimbanques amoureux ne fait qu'une avec la grande histoire des républicains espagnols. Alors, pour ce qui est de l'objet théâtral maintenant, les deux comédiens ne sont pas seuls au plateau. D'abord,
Nathan Croquet, qui est aussi l'assistant de la mise en scène, passe furtivement au fond du plateau. Alors il est Gustave, le régisseur, dont il est beaucoup question pendant le spectacle de Paolino et de Carmela, ou bien il est un franquiste qui crie en fond de scène. Et puis il y a aussi le lieutenant fasciste italien, présent par le truchement de la création lumière. Alors, on ne le voit jamais, mais enfin il s'exprime notamment grâce au projecteur de poursuite. Voilà, c'est son langage, reléguant la guerre et sa tragédie. Alors pardon, excusez-moi, ce qui renforce la mise en abîme du théâtre dans le théâtre et qui relègue la guerre et sa tragédie donc à un hors-champ souvent évoqué mais jamais montré comme dans la plus pure tradition de l'art dramatique. Et puis, il y a le son, les chants, d'abord révolutionnaire, Ay Carmela, qui est à l'origine une chanson populaire née pendant la guerre d'indépendance contre Napoléon Ier et qui a été reprise ensuite par les républicains espagnols et les brigades internationales pendant la guerre civile. Il y a ce magnifique passo doble chanté en playback par Carmela. Alors en réalité, c'est la jeune comédienne Clarisse Boisrivin qui chante magnifiquement ce passo doble. Et puis alors le sublime côtoie le vulgaire, il faut le dire, l'organique, puisque l'on entend aussi l'épée de Paolino. Paolino qui gagne sa vie de temps en temps grâce à un autre arsenic, la pétomanie. Voilà, un don de Dieu selon Carmela. Voilà, là aussi magnifique métaphore. J'en pète de rire. Magnifique métaphore sonore des combats révolutionnaires où les idéaux les plus admirables coudoient la réalité sordide de la mort. Voilà, c'est un joli spectacle, peut-être avec quelques longueurs, mais enfin, il est à la fois tendre et drôle. Pour les plus jeunes, voilà une entrée possible par l'émotion dans un moment essentiel de notre histoire européenne. Et les comédiens sont, mais ça avec Cécile Carle et Olivier Janel, ce n'est pas une grande surprise, très bon. Voilà, Ay Carmela donc se joue encore jusqu'à samedi au Théâtre du Pavé. Merci Carmela Sulla. On passe à notre coup de cœur, à votre coup de cœur Pierre, consacré cette semaine à la perruque d'Andy Warhol, tout un programme au Théâtre du Grand Rond. Alors oui, vous savez, mais une fois n'est pas coutume, moi je vais commencer cette chronique par une interrogation. Quelle est donc cette histoire de perruque d'Andy Warhol, ou plutôt ce spectacle? Mais dois-je employer le terme de spectacle? Je n'en sais rien. C'est ce que je pensais au départ, aller voir un spectacle, ça n'est pas l'avis des comédiens, ni Silvia Di Placido, ni Ugo Kerouille, ils me l'ont certifié. Nous avons assisté à une réunion d'information autour d'un mouvement qui mène un combat politique. Les deux comédiens ont d'ailleurs le visage masqué, un sac en papier craft sur la tête, ça fait un peu Ku Klux Klan, mais c'est pas vraiment leur bord. Le public est extrêmement sollicité, ceci avant même son entrée dans la salle, il n'est pas au bout de ses surprises, ça c'est pour la forme. On rit, on participe, on est interpellé à tout bout de champ. J'avoue ne plus avoir l'habitude d'une telle imagination, voici un extrait sonore. Le réseau, la perruque d'Andy Warhol et comme le réseau s'engage à lutter sans cesse contre les abus, les addictions et les complexes que la célébrité provoque. Voilà. Et aussi lutte pour une révalorisation de l'anonymat. No more celebrity. Alors, attention. Enfin, quand même, vraiment pour que les choses soient claires entre nous, par souci de transparence. Oui. Nous ne sommes pas une association de soutien aux anonymes. Hein? C'est pas un groupe de parole ici. Okay? Nous, on est dans l'action. Notre truc, c'est vraiment l'action. Là, on parle beaucoup, mais c'est exceptionnel parce que c'est une première réunion d'information. Oui, c'est une réunion d'information, mais aussi et surtout la présentation d'une action d'envergure planétaire. Oui. Voilà, je vous l'ai dit, les comédiens revendiquent une intention politique, ils dénoncent la visibilité à deux vitesses qu'impose notre société. Allez savoir s'il n'y a pas là l'explication de la naissance des Gilets jaunes, explication Silvia Di Placido et Ugo Kerouille. L'envie, c'était déjà de travailler sur les images et tout cette bourrage de crâne que les images, on est vraiment envahi par tout ça, mais du coup, vite, ça frôle le fake, tout ce qu'on peut en fait faire passer avec des images qui n'est pas vraiment réel. Et donc, on a travaillé, et tout est travaillé là-dessus. Donc, toutes les idées, elles sont vraiment
que ça soit sur un fil de qu'est-ce qui est trafiqué, qu'est-ce qui n'est pas trafiqué, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel. Et on voudrait que le spectateur il soit tout le temps en train de se demander ça, en fait. En tout cas, c'est une mise en abîme, ce truc. Il y a un deuxième niveau. La célébrité, on s'en fout un peu. Au final, c'est plutôt les privilèges qu'elle apporte ou le crédit qu'on peut apporter à une personne qui est célèbre par rapport à des voix qui ont moins de valeur que d'autres. Et en fait, ce dont on veut parler, c'est surtout de ça. Voilà, donc cette perruque d'Andy Warhol par la compagnie La Mandale, c'est pas comme sur la tête à Mathieu où il n'y a qu'un seul cheveu, pardonnez le clin d'œil. Elle est à voir au Théâtre du Grand Rond qui l'a coproduit jusqu'à samedi, c'est à 21h, mais également dimanche à 16h45, c'est à l'Escale, direction Tournefeuille. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Bon, on passe à l'agenda là. Merci Pierre, merci beaucoup. On vous l'avait promis, effectivement, l'agenda d'Anna, c'est tout de suite. Alors, on commence super fort cette semaine avec un grand classique du 20e qui est à l'affiche du Théâtre du Capitole à partir de demain. Il s'agit de Dialogue des Carmélites. Un opéra en 3 actes écrit par Francis Poulenc et mis en scène par Olivier Py, 3, qui 14, est bien 16, entendu le directeur du Festival d'Avignon. Alors c'est une représentation qui s'inspire de l'histoire des Carmélites de Compiègne et beaucoup d'auteurs en ont fait des récits qui ont été repris par la suite en scénario de film et pour finir en pièces comme là. Alors dans celle-ci justement qui a quand même été jouée pour la première fois dans les années 50, Francis Poulenc a voulu surtout se concentrer sur le respect du texte, donc sur un fond de révolution française. On est donc plongé dans les témoignages de ces fameuses carmélites. Alors un opéra qui est quand même touchant à retrouver à partir de demain, vendredi, et jusqu'au 1er décembre au Théâtre du Capitole à 20h. On a le temps, c'est bien. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine critique. Je ne sais pas, on sait pas. Ça, vous me donnez envie, Anne. Alors, une toute autre ambiance. Maintenant, je rejoins un peu Pierre, car c'est dans le cadre de ce festival que la perruque de Andy Warhol a été jouée. Je vous amène à la 22e édition du festival Marionettissimo. Alors, cette année, on accueillera une 20aine de compagnies qui viennent de France, mais aussi du Québec ou de Belgique. Alors, au programme des spectacles de marionnettes, je pense. Non. C'est assez évident. Mais qui tire les ficelles. Est-ce qu'il y aura Tataillé ? Et donc, ces c'est vieux, ça, spectacles sont pour tous les publics. Et ma jeunesse. Donc, des spectacles pour tous les publics dans des différents lieux de Toulouse avec qui ils sont partenaires et avec des compagnies plus farfelues les unes que les autres. Alors, petite nouveauté de cette année, c'est les souffleurs d'images. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ? Peut-être pas, non, je vois pas. Souffleur d'image. Souffleur d'image. Alors justement, c'est grâce à ça que le festival sera accessible aux spectateurs aveugles ou malvoyants sur n'importe quel spectacle de leur choix. Donc Marionettissimo, ça a donc commencé la semaine dernière, mais pas de panique, c'est encore proposé tout le week-end jusqu'à dimanche. Et pour plus de précision sur la programmation, je vous invite à aller la feuilleter directement en ligne. Super. Et je termine rapidement ma course culturelle avec la compagnie Jeanne Simone qui vient présenter la grande surface à partir de lundi. Alors je vous explique, en fait ça se passe dans le cadre de la fin d'interdiction de stationner numéro 9 qui organise l'usine de Tournefeuille. Et cette compagnie qui est très tournée vers la question du commun a été invitée pendant 2 ans pour sillonner la métropole toulousaine. Et aujourd'hui, toutes ces recherches se transforment en un véritable dispositif ludique. Le concept est tout simple, ils invitent en fait tous les curieux à venir jouer avec eux, tout simplement. Et donc, si ça vous intéresse, la grande surface, ce sera à partir de lundi et jusqu'à vendredi prochain, sous forme de petites sessions. Pour les 3 premiers jours, ce sera à l'Université Toulouse-Capitole et pour les 2 derniers, à l'École nationale d'architecture de Toulouse. Parfait, donc et on rappelle que Vivant, c'est au Théâtre du Fil à Plomb jusqu'à samedi ? Exactement. Jusqu'à samedi. 21h. 21h, voilà. Merci à tous et on vous laisse donc en compagnie de Radio Présence. Et on n'oublie pas de donner. 05 62 48 63 00. Bye bye. C'est bien les gars. Salut. Bye bye. Fiers de vous les gars.